Bonjour à tous. Désolé pour le petit retard. Effectivement, j'ai des problèmes sur l'appli Twitter. Donc, merci à tous. Bienvenue pour ce 33e épisode de l'Entonnoir. Aujourd'hui, on va discuter de trois sujets. Un premier sujet qui concerne le minage et comment est-ce qu'il peut s'avérer finalement bénéfique pour l'environnement en permettant de retirer du méthane, enfin donc de ne pas en émettre plutôt, et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisque le méthane donc est notamment émis au niveau des torchères sur les champs pétroliers et est responsable d'une part non négligeable de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Et donc il y a une nouvelle étude qui est sortie, un rapport voilà, qui essaye d'estimer dans un premier temps aujourd'hui quel est l'apport du minage de Bitcoin et puis quel pourrait être l'apport global du minage si on essayait de faire en sorte que le mining se concentre sur cette source d'énergie qui est le méthane issu des champs pétroliers. Et ensuite, on va discuter de tout ce qui est authentification via Lightning, parce que donc Doluc qui est présent d'ailleurs, et donc voilà, si tu veux intervenir sur ce sujet-là, ça sera avec plaisir. Mais donc Dolu a récemment publié un outil qui est assez cool et qui permet d'utiliser LNURL haute sans devoir se prendre la tête à créer une nouvelle implémentation de ce standard et même de pouvoir l'utiliser sans vraiment avoir à faire tourner un truc. Donc bien sûr, comme d'habitude, le mieux c'est toujours de self-host, mais voilà, grâce à Dolu, il y a aussi cette solution-là de juste se plug sur le serveur de Dolu. Euh, donc on discutera voilà de ce que c'est l'NURL haute, pourquoi c'est mieux que certaines autres moyens de s'authentifier via Lightning qu'il y avait avant, et on parlera bien sûr voilà de la solution de Dolu. Et enfin le troisième sujet, oui, qui concerne voilà les silent payments, qui est donc en gros l'idée c'est de pouvoir avoir une adresse statique qu'on puisse mettre sur un site internet par exemple, sans avoir besoin d'avoir un BTCP serveur pour changer d'adresse à chaque fois. Et donc, à partir de cette adresse statique, n'importe qui veut payer est en mesure à ce moment-là de générer une nouvelle adresse sans action de votre part. Et donc, ça rappelle BIP47, donc ce qui est utilisé sur Samurai, les Paynim. En fait, c'est globalement la même idée, mais sans utiliser la blockchain Bitcoin pour transmettre des messages, ce qui est le cas pour BIP47. Donc, on va discuter de ça à l'occasion parce que donc il y a eu une implémentation de Silent Payment qui a été publiée il y a quelques jours. Et donc, c'est l'occasion de discuter de ce que c'est et puis de comparer avec BIP47 et avec d'autres protocoles aussi qui sont un peu dans le même genre, mais qui ont tous des petites différences. Voilà pour le rapide sommaire. On va peut-être commencer par le premier article, enfin le premier sujet, donc qui concerne le minage de Bitcoin. Je ne sais pas si Guillaume, je vois que tu es là, je ne sais pas si tu peux parler. Ou sinon, si Lounès, tu veux prendre la parole pour présenter rapidement le contenu. Je vais laisser Ronald te présenter parce qu'il a eu le temps de lire tout le papier, clairement moi. Salut tout le monde. Ouais, ok. Bon, déjà d'habitude c'est Guillaume notre expert, mais je vais me lancer. Donc, on sait depuis longtemps que on peut donc transformer le méthane des torchères pétrolières en électricité et le réexploiter pour du minage de Bitcoin. On sait que ça commence à être fait, et je vois que Guillaume vient de prendre la parole. Donc, Guillaume, je pense que tu le feras mieux que moi. Ou je continue. Tu me dis. Ouais, salut à tous, je viens d'arriver là. C'est pour présenter le sujet sur le Salut Guillaume. méthane, c'est ça? Ouais, tu l'as lu. Bah, c'est toi qui nous l'avais Ouais, ouais, ouais. partagé. Ok, bah vas-y, je peux le faire si tu veux. Vas-y, vas-y, go. Nickel. Donc du coup, c'est un rapport qui a été publié par un mec qui est assez connu sur Twitter pour être un petit peu on va appeler ça un défenseur de l'environnement et qui avait déjà publié quelques tweets sur du Bitcoin. Et là, qui s'est vraiment penché sur le sujet de la réduction des émissions de méthane par le mining. Donc nous, on vous en a déjà parlé au moins une centaine de fois. Ça s'appelle off-grid mining. Il y a plein d'avantages. Et là, il a essayé un peu de quantifier, on va dire, l'empreinte que ça peut avoir sur l'environnement dans le futur. Et donc, il est arrivé à la conclusion que donc pour réduire ça pourrait réduire les émissions globales de CO2 de 5,32% d'ici 2045 et ça pourrait permettre de réduire toutes les émissions globales de méthane de 23%. Et donc, ça aiderait, entre guillemets, à plus de 50%
à rentrer dans les critères qui ont été définis par plusieurs organismes pour l'environnement et différents accords comme la COP 21, etc. à l'époque. Donc c'est quand même super intéressant. Ce qui est quand même malgré tout à prendre en considération, c'est qu'on part du principe que évidemment tout ce méthane-là serait utilisé pour miner du Bitcoin et il y a plein de contraintes qui sont liées au minage off-grid. C'est difficile d'aller installer voilà, des conteneurs sur ces zones. Les puits de pétrole, parfois, ils sont pas super reliable. Enfin, il y a plein de contraintes, mais ça laisse entrevoir un futur où Bitcoin, c'est même pas seulement considéré comme quelque chose qui permet d'incentiviser un petit peu les énergies renouvelables, mais ça vient carrément réduire les émissions. Et ce qui est assez sympa dans ce rapport, c'est qu'il prévoit un petit peu les différents types de critiques qui peuvent être apportées par les gens qui vont lire le rapport. Par exemple, une des premières critiques qui est par exemple plutôt qu'en fait de brûler ce méthane-là, est-ce qu'on pourrait pas se concentrer sur construire des énergies renouvelables? Il parle aussi euh, des bénéfices finalement d'utiliser le minage de Bitcoin et pas d'utiliser d'autres trucs comme du cloud computing ou d'autres services qui sont énergie intensive. Et donc, il y a les réponses à tout ça dans le rapport. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus et surtout d'avoir des arguments supplémentaires pour les débats que vous allez avoir quand on vous dira que Bitcoin est mauvais pour l'environnement, bah voilà, c'est un super rapport. Et ça vient de personnes qui sont, on va dire, un peu moins biaisés que les rapports habituels de CoinShare, etc., qui viennent directement de personnes qui travaillent dans l'industrie. Là, c'est vraiment un rapport extérieur, et donc ça apporte un petit peu plus d'objectivité, on va dire, au débat. Ouais, complètement d'accord. Ce qui est top avec ce débat, avec ce rapport, c'est qu'il est vachement détaillé. Je veux dire, mathématiquement, il essaie de mettre une formule, il essaie de poser les bonnes variables pour y arriver. Et pour une dernière stat importante, il considère du coup que Bitcoin pourrait contribuer à faire baisser le réchauffement climatique par 0,15% en 2045. Donc, en gros, vous savez l'idée, si on passe au-dessus de 2%, c'est la fin du monde, grosso modo. Bitcoin pourrait réussir à faire baisser quasiment de 0,15% ce qui serait prévu. Donc c'est quand même vachement bullish. Et tu parlais des arguments, petite histoire, mais hier j'étais avec un contributeur du Shift Project. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une étude française très connue sur l'écologie avec Jean Covici à sa tête. Et ils ont mis un livre qui passe en ce moment partout à la radio, et bref, tout le monde en parle. Et donc le mec a rédigé plusieurs sections de ce grand plan sur comment transformer notre économie en 30 ans. Et évidemment, il parle jamais d'économie, jamais de Bitcoin. Donc il y a un gros débat avec ce mec. Et du coup, on parle quasiment pendant 30 minutes des trucs de flair. Et j'avais très peu de chiffres, parce qu'en fait, on a très peu de chiffres en général sur quel va être le vrai impact. Et justement, avec ce rapport, maintenant, tu peux vraiment dire aux gens, Bitcoin, ça va littéralement éteindre toutes les chaudières, toutes les cheminées de pétrole, et ça représente 25% du méthane. Alors évidemment, il restera les animaux et manger moins de viande, ça marche, on va pas l'arrêter. Mais même si on mange tous que des trucs de végétaux, on a toujours tout ce méthane qui est évacué. Donc c'est genre indispensable qu'on se mette à faire ça avec Bitcoin. Et comme ils le disent dans le rapport, en fait, Bitcoin est la seule solution qui est viable économiquement et logistiquement parlant. Parce que ça peut être partout et parce que tu n'as pas besoin d'une aide du gouvernement, tu rapportes de l'argent. Et je vais faire l'avocat du diable parce que hier, avec ce mec, en gros, son premier argument, c'était en mode non, mais tout ce que tu dis, ça sert à rien parce que du coup, tu vas donner plus d'argent aux pétroliers. En fait, tout l'argument terminé pour lui, c'est est-ce que grâce à Bitcoin, on va avoir moins de pétrole? Est-ce que grâce à Bitcoin, on va les remplacer? Et moi, je disais non, ils vont avoir une nouvelle source de revenus. Et rien que ça, pour lui, c'était un no-go. Et donc, j'ai peur que dans le débat demain, même si ça aide à détruire toutes les émissions de méthane, les politiciens et tout, ils vont dire non, mais au final, on arrive à subventionner ces gens encore plus, on arrive à faire qu'ils continuent à être en vie alors qu'il faut arrêter le pétrole. Je grossis les traits, mais pour vous donner un petit peu un contre-argument que beaucoup de gens pensent, ça, c'en est un. Et dans le rapport, il en parle, comme tu le dis, Guillaume, il est à 7 points. Et le point 6, c'est les compagnies pétrolières vont avoir plus d'argent pour exploiter encore plus de pétrole. Donc, je vous invite vraiment à le lire. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un truc. Et j'ai vu qu'il y a une demande de Yves. Sinon, l'un de vous peut prendre la parole en ce moment. Ouais, Approve.
vraiment un débat intéressant. Après, voilà, l'exploitation de pétrole, à quel point ça rentre dans le débat autour du réchauffement climatique, je sais pas. En ce qui concerne l'énergie, on peut peut-être trouver des alternatives plus propres. Après, le pétrole, ça reste quand même la source principale aujourd'hui de tout ce qui nous entoure. Essayer de vivre sans pétrole pendant 2 mois, je pense que c'est impossible. Donc voilà, on verra. Et si je peux rajouter quelques stats qui étaient super intéressantes, parce qu'on a souvent tendance à dire que voilà, il y a une grosse différence de pollution entre le méthane, le CO2, etc. Donc juste quelques petites stats. Donc sur un horizon temporel de 20 ans, le méthane, il a un potentiel de réchauffement qui est 84 fois plus important que le CO2. Et il faut savoir aussi que le méthane, le méthane brûlé, il reste dans l'atmosphère seulement entre 9 et 12 ans, ce qui fait que l'impact ressenti, une fois qu'il sera éliminé, sera quasiment immédiat, comparé au CO2, lui, qui met environ 100 ans à se dissiper dans l'atmosphère. Et donc, ça pourrait réduire quasiment de 0,3 degrés l'augmentation de chaleur durant cette décennie. Donc voilà, quelques petites stats intéressantes et je vais laisser la parole à Yves du coup. Oui, bonjour. Je suis super content parce que pour une fois, je peux être en live au lieu d'écouter le podcast. Je voulais juste dire que l'argument de base pour les gens qui sont contre les pétroliers, c'est juste de leur demander comment ils chauffent leur maison. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce que soit on chauffe en brûlant du pétrole, soit on chauffe en brûlant du bois aujourd'hui. Soit éventuellement dans les petits appartements parisiens, on chauffe à l'électricité et dans ce cadre-là, effectivement, c'est le nucléaire. Mais sinon, tout le monde chauffe avec du pétrole et le pétrole, en fait, c'est pas les bagnoles, c'est le plastique, c'est la chimie en général et c'est le chauffage. Voilà. Donc l'argument de vouloir être contre les pétroliers, c'est bien, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux, quoi. Non, je suis très d'accord. Et le Shift Project, c'est vraiment eux, ils imaginent qu'on va baisser tout de 80%. Tu vois, c'est peut-être la décroissance, c'est de l'austérité brute d'un coup pour changer tout le système. Donc pour eux, en fait, c'est juste on va devoir le faire parce qu'il n'y a plus de pétrole et le dialogue est assez compliqué. Et je suis d'accord avec toi, surtout que enfin, arrêter le pétrole pendant quelques temps, c'est le bordel. On avait Gilles et après on a Massile. Et merci à tous ceux qui veulent parler. Je vois que ce débat prend forme. Ouais, moi j'avais juste une question sur l'aspect économique. Euh, Aujourd'hui, est-ce que dans le rapport on cite par exemple le coût des torchères pour les pétroliers et au-delà de parce que quand Exxon, il me semble que quand ils ont fait leur annonce sur le test de mining, ils n'avaient pas du tout l'argument économique dans leur communiqué. Alors bon, évidemment, on peut douter de leur sincérité sur ce point, mais c'était surtout pour éviter l'émission de gaz à effet de serre. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une situation où en fait les excédents de méthane soient tout simplement donnés, bon après je sais que je rêve un peu, plutôt que vendus aux mineurs, et que du coup l'incentive économique passe au second plan en fait. Parce qu'en fait, émettre moins de gaz à effet de serre, j'imagine que ça leur permet aussi à eux d'être au niveau ESG, tout ça, d'être un peu plus green et ils en tirent un avantage, même économique, en termes de malus, de taxes carbone, je sais pas quoi. Donc voilà, c'était ma question. Est-ce que vraiment, pour ceux qui extraient le pétrole, c'est un argument économique avant tout? Alors Gilles, juste pour répondre à ta question, du coup, pour le coup, tu as totalement raison. Les entreprises qui le font actuellement comme Giga Energy, comme Exxon, etc., ils le font vraiment pour l'angle écologique. C'est du greenwashing et ça leur permet un petit peu de relâcher la gigantesque pression politique et médiatique qu'il y a sur eux. Après, pour l'argument économique, c'est pas forcément, enfin, comment dire, l'argument de l'économiquement viable, c'est pas tellement au niveau des producteurs de pétrole qui possèdent le puits, c'est plus pour les personnes qui vont venir l'exploiter. C'est-à-dire que, évidemment, le off-grid mining, c'est plus cher et ça requiert plus de maintenance que juste de créer une ferme à grande échelle en plein milieu du Texas.
Et donc, c'est à ce niveau-là que c'est économiquement rentable pour eux, du coup, de se déplacer, de venir installer, tu vois, un générateur qui va transformer le gaz en électricité, etc. C'est plus cet aspect-là qui est économiquement viable. Parce que tu pourrais très bien dire, voilà, pourquoi on vient pas installer des serveurs Google directement sur les pluies? Et c'est là qu'on va te dire, en fait, bah, sauf que c'est juste pas rentable pour Google de faire ça, en fait. Du coup, c'est plus au niveau du client, en fait, de ce gaz-là que l'argument économique est plus cité. Je sais pas si c'est clair. Bah, je me permets de prendre la parole. Tu as parlé du Texas, ça me permet de rebondir justement, et c'est ce que je voulais placer depuis tout à l'heure. Bonjour à tout le monde en passant. C'est que justement, le Texas, maintenant, tu vois des puits de pétrole à l'ancienne que tu voyais dans les films de western avec la pompe et tout, et avec des fermes de minage à côté. Et ils ont compris l'intérêt de recycler le méthane, donc c'est déjà en place en fait. Et si tu regardes au Texas, en fait, c'est un pays, enfin, le prix de l'électricité, enfin, il est en concurrence, donc c'est un des plus compétitifs aux États-Unis. Et en plus, tu as ce système, voilà, de recyclage d'énergie qui est en train de se mettre en place. Et tu as même des grosses fermes chinoises qui sont en train de s'installer au Texas aussi. Donc, je pense que cet aspect-là, il a déjà été intégré dans le système économique, en fait. Je pense que les gens, ils ont compris que, ouais, enfin, du métal qu'on brûle, on peut le faire tourner, on peut le faire brûler dans des turbines et en récupérer de l'électricité et miner en même temps du pétrole et des bitcoins. C'est gagnant pour tout le monde, quoi, tu vois. Je pense que le truc, il est déjà installé. Ouais, mais en fait, donc ça, bon, ça, on l'avait vu, on le savait déjà que ça minait déjà au Texas sur les torchères, mais il me semble que c'est pas super scalable dans le sens où tu peux poser un container à côté d'un puits et c'est tout, et du coup, il n'y a pas d'entreprise qui va déployer des dizaines de containers sur plein de torchères, enfin pour le moment, donc du coup, c'est que des petits mineurs artisanaux, non? Si, si, non, non, il y a des énormes fermes au Texas. Il y a vraiment Non, des Ouais, gros mais trucs qui sont installés, quoi. c'est pas sur les torchères. Si, si, en récupérant l'énergie des torchères, le solaire, enfin, voilà. ouais, mais c'est pas les mêmes échelles. En fait, ce qu'on essaie de dire, Mathilde, c'est qu'il y a vraiment une différence entre les méga fermes, qu'on a déjà vu comme Riot, et vraiment le minage off-grid. Et Gilles, pour essayer de répondre à ta question, dans l'article, il parle pas vraiment de rentabilité. Il explique quand même que c'est très marginal ce qu'ils vont gagner comparé à l'exploitation du pétrole, évidemment. Et donc, évidemment, je pense comme toi, qu'ils le font principalement pour avoir leur carte vert, pour dire qu'ils vont vers la bonne chose. Même pas pour Bitcoin, ils s'en foutent complètement de Bitcoin. Ils le font pour avoir des meilleurs taux de crédit euh, et faire en sorte qu'ils sont un peu plus green, tout simplement. Et je sais pas si c'est vraiment même rentable pour eux. Je pense que c'est principalement de la com à l'heure d'aujourd'hui. Ah ouais, ça c'est purement de l'explication parce qu'il n'y a pas assez de volume. Comme tu le dis, même si tu arrives à mettre plusieurs containers, c'est trop dispersé, tu as des coûts de maintien. Pour le pétrolier, ça va pas être une offre en or. Pour l'exploitant, comme Guillaume l'expliquait, c'est déjà mieux. Oui, mais il récupère quelques sous dessus et c'est déjà un plus pour lui. Et l'avantage, c'est que ça sécurise encore plus le réseau Bitcoin. Ouais, mais là, on parle des pétroliers. Les pétroliers, ils s'en foutent de sécuriser Bitcoin et c'est pas les quelques centaines de milliers ou millions ou centaines de millions qui vont faire avec Bitcoin qui va changer massivement la taille de ce genre de business. Oui, mais Faut voir. à leur insu, c'est ce qu'ils font, c'est ils décentralisent. En plus, il y a de petits trucs, de Ah petites ben, fermes de minage. pour nous, Bitcoiners, c'est très bien qu'il soit complètement décentralisé le grid. J'explique juste que ces grosses sociétés pétrolières, ils le font pas pour les mêmes raisons que nous. Eux, ils le font pour avoir le tampon qui va bien On est d'accord, écologique. on est d'accord. Nickel. Si vous essayez de prendre la parole, surtout n'hésitez pas. En tout cas, bon petit débat. Sinon, Fanny, je te laisse. Ça marche, ouais, merci beaucoup, effectivement, super débat. Du coup, voilà, je fais une petite transition un peu longue, comme ça, si quelqu'un veut rajouter quelque chose, il peut intervenir. Et sinon, on va partir sur le deuxième sujet d'aujourd'hui, qui est donc tout ce qui est authentification via Lightning. Du coup, Dolu, n'hésite pas à demander la parole si jamais tu veux monter. Et moi, j'introduis comme ça. Euh, et donc, l'idée, là... Hop, là, il y a quelqu'un qui veut parler, je pense, pour le sujet précédent. Hop. Vas-y, YOLO Concept, si tu veux Oui, intervenir sur... oui, moi, vraiment, pour moi, c'est une chance de participer dans ce genre de débat. Donc, c'est d'abord une première. Merci à la personne qui m'a permis de parler déjà. Et moi, je voulais parler un peu comme on est en train de parler
changement climatique derrière tout ça et tout. Donc, la chose que j'arrive pas à comprendre, en fait, ce sont 90% des pays qui donnent l'impression que les gens doivent bien se comporter. Désolé, je suis anglophone de base, hein. Les gens devaient très bien se comporter pour essayer à protéger des forêts, à faire ceci. Ce sont des pays qui consomment le plus et qui, exemple, la France, qui a été condamnée par rapport aux accords qu'on avait pris, les accords de Copenhague et les accords de Paris, que la France a été condamnée parce qu'elle n'a pas, exemple, répondu présente sur ses responsabilités dans le traité qui se sont passés même chez elle-même. Donc, quand je vois, exemple, qu'on parle de ces sujets-là, malgré que je ne maîtrise pas trop, mais quand on parle de la responsabilité parce que la planète est engagée dans une directive très négative, et j'ai juste une question en fait de curiosité de savoir, est-ce que c'est le modèle économique en général qu'on doit changer totalement? Parce que le fait qu'on consomme plus, et aujourd'hui le monde, on doit se le dire qu'on parle de la surpopulation, qui pose un problème ou juste c'est l'égoïsme individuel ou en fait, j'arrive pas vraiment à comprendre. En fait, je voulais juste te poser cette question pour être un tout petit peu éclairci parce que je vois vraiment vous avez des arguments très soutenus. J'aimerais être aidé par rapport à ça. Merci beaucoup. Salut, je me permets peut-être d'essayer d'apporter une réponse. Alors, il n'y a pas une réponse exacte à ta question qui est beaucoup très large. Par contre, d'un point de vue macro ou général, je te répondrai, tu peux pas avoir une monnaie illimitée avec une planète qui a des ressources limitées. Donc, déjà, fondamentalement, le fiat, qui vient de rien et de la dette et de l'impression, c'est que tu prends sur le futur de base. Donc ça veut dire que tu prends des ressources du futur, il y a de la dette. Là où peut-être que tu as une solution, ce serait donc de changer le système fondamentalement, de changer la monnaie en fait, de changer le comportement des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Et en fait, en changeant la monnaie, tu vas changer naturellement le comportement de tout le monde parce que tu vas baisser leurs préférences au temps, tu vas les ramener sur des bases plus saines, simplement parce que au lieu de pouvoir facilement prendre du crédit, au lieu de facilement pouvoir réinjecter de l'argent dans une nouvelle guerre et ressortir des ressources de la planète, ils pourront pas, parce qu'en fait, la monnaie sortira du contrôle de ceux qui peuvent se permettre de faire cette exploitation. Je ne sais pas si ça a du sens, enfin, je sais que si tu arrives à me comprendre, mais donc l'idée, c'est vraiment que si Bitcoin est adopté, on aura un changement fondamental de comment on se comporte en tant que société et qui peut amener à une sobriété, en fait, forcée par le marché. Là où je vois mal comment c'est possible avec du fiat, quand finalement il n'y a aucune limite physique, thermodynamique, appelle-le comme tu veux. Voilà, Massy, si tu veux rajouter un truc par rapport à ça, et après on bouge sur le sujet 2, je pense. Vas-y. Bah, c'est le début du livre blanc de Satoshi, c'est un paiement de pair à pair sans avoir d'État ou de centralisation qui contrôle tes paiements. Donc c'est un système en fait qui te permet de, enfin, il faut différencier deux choses, la technologie, la blockchain et la crypto-monnaie sur laquelle la plupart des gens se basent. Moi, je suis plutôt sur la blockchain, sur la technologie que ça apporte. Donc la crypto-monnaie, c'est voilà, c'est un truc qui est spéculatif et tout ça, mais qui a quand même une valeur, les ordinateurs, l'électricité, le loyer que tu payes pour avoir tes hangars, etc., etc. Donc il y a une valeur. Quand Christine Lagarde a dit que le Bitcoin, ça n'a pas de valeur, elle raconte de la merde intrinsèquement, elle s'est pas intéressée au sujet ou alors elle ment effrontément. Donc voilà. Donc après, c'est vraiment un sujet auquel il faut vraiment faire des recherches très approfondies, ne pas forcément écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux, faire, enfin, effacer, enfin, avoir cette capacité d'effacer tes certitudes et de te remettre en cause et de vraiment faire tes recherches par toi-même sur tout cet écosystème et comprendre ce que ça peut apporter. On peut pas le faire sur un space comme ça, sur un sujet aussi large. Enfin, c'est comme si tu demandais de répondre qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort. C'est impossible de répondre à ces questions-là. Par contre, s'intéresser à la technologie et ce que ça peut apporter à la société, au monde, aux échanges qu'on peut avoir de confiance d'une personne à une autre sans passer par une banque ou un État ou des choses qui peuvent magouiller, imprimer à volonté des billets et faire dévaluer l'argent. Et, euh, et voilà. Donc, je vais pas m'étendre parce que, enfin, c'est un sujet trop vaste, mais voilà, enfin, apprends. C'est tout ce que j'ai à te dire, c'est apprends, apprends et apprends toujours et ne sois pas dans des certitudes. Génial. Bah, j'espère on a répondu au moins un petit peu à ta question, qui c'est vrai est vaste. Et Oui, ouais, génial. ouais, Et du coup, moi,
Super. Mais en tout cas, merci de l'avoir posé quand même. C'est vrai que c'est une très bonne question, même si effectivement, je pense que ça prendrait une vie pour y répondre. On va enchaîner du coup avec le deuxième sujet, et donc qui concerne tout ce qui est authentification via Lightning. Euh, donc je vais juste l'introduire rapidement et puis ensuite je te laisserai la parole, Dolu. Euh, donc en gros, l'idée c'est que globalement, on est tous d'accord, je pense, pour dire que les mots de passe c'est relou. Et que c'est pas forcément ultra pratique. On utilise ça depuis des décennies maintenant parce que on avait du mal à trouver mieux et globalement aujourd'hui encore, c'est le truc qui marche peut-être le mieux, mais voilà, c'est vraiment loin d'être optimal. Et finalement, avec Bitcoin, les surcouches de Bitcoin, la cryptographie de Bitcoin, il y a une occasion peut-être aussi de changer un peu ça. Puisqu'en fait, en utilisant une clé publique et une clé privée, qui sont des éléments centraux dans Bitcoin et dans Lightning, on peut tout à fait s'authentifier en signant un message avec la clé publique qui correspond avec la clé privée, pardon, qui correspond à une clé publique. Et donc ça a été fait pendant longtemps. Enfin, dès le début de Lightning, il y avait cette possibilité de signer avec la clé privée qui correspond à la clé publique de son nœud, puisque chaque nœud Lightning est identifié avec une clé publique. Le truc, c'est que c'était pas tip top parce que ce que ça voulait dire, c'était que sur chaque site qu'on visitait, on s'authentifiait avec l'identité en quelque sorte de son nœud. Et donc, on s'identifiait aussi avec voilà, toutes les informations que quelqu'un pourrait récupérer, notamment on-chain, qui sont liées à l'identité de ce nœud, donc à cette clé publique. Et donc, c'est par exemple les UTXO qu'on a utilisés pour ouvrir des canaux, etc., etc. Et donc, ça a été refait de manière un peu plus clean avec le protocole LNURL Auth qui permet justement de ne pas utiliser directement la clé publique du nœud comme identifiant, mais de générer une nouvelle clé publique à chaque fois pour chaque site qu'on visite, et donc une nouvelle clé privée correspondante. Et donc après, c'est un protocole qui existe maintenant depuis, je pense, 1 an et demi peut-être, voilà, qui est de plus en plus utilisé, mais c'est vrai que ce qui est assez cool avec ce que tu as développé, Dolu, et je te laisse la parole sur ça, c'est que maintenant c'est super facile d'intégrer LNURL Auth sur un site. On peut même le faire sans rien hoster sur un serveur en passant par le tien. Et ça, c'est quand même aussi assez cool. Ça marche. Bonjour à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Nickel. 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 Impeccable. Merci pour l'invitation, c'est cool. Est-ce que vous voulez que je parle du projet ou plutôt de LNURL Auth du coup? Des deux, peut-être, est-ce que peut-être parler de pourquoi, enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le projet? Et puis après, effectivement, donner un peu plus de détails sur comment il marche. Donc, comme ça abordera les URL hautes, entre autres, je pense. Ok, ça marche. LNURL Auth, alors, comme tu l'as dit, c'est un protocole de LNURL. Par contre, là où il faut se méfier, il y a des gens qui n'avaient pas l'air d'avoir compris ça, parce qu'il y a eu un long débat sous le tweet que j'avais fait. C'est que c'est un protocole qui n'utilise pas du tout le Lightning Network. C'est vraiment en dehors, c'est purement HTTP. Et donc, comme tu as pu le dire aussi, donc ça utilise une clé publique, mais qui va changer sur chaque site qui va utiliser LNURL Auth. Donc du coup, si on se connecte sur un site puis sur un autre, on n'aura pas la même clé publique, parce que c'est une clé qui est dérivée en fonction du nom de domaine. Voilà globalement pour le protocole. Maintenant, le projet, c'est un projet qui est très, très jeune, donc je ne conseillerais pas forcément de l'utiliser tout de suite en production, hein, bien sûr. Mais oui, dans l'idée, c'est de pouvoir utiliser, enfin, du moins implémenter LNURL Auth sur son site. Donc c'est plus axé pour les développeurs, hein, le projet. À partir du moment où on l'a développé une fois, le protocole, puis 2 fois, puis 3 fois, c'est vite relou. Donc c'est là que je me suis rendu compte que ça pouvait être pas mal de faire ce projet et de le mettre à disposition. Puisque le principe, donc, c'est d'avoir des instances publiques qui seraient disponibles pour tout le monde et que les gens ont juste à configurer un DNS avec leur nom de domaine pour pouvoir se plugger sur cette instance. Et ensuite, juste à intégrer
un petit bout de code dans le site internet, tout simplement. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre, parce que j'avais pas préparé particulièrement de texte pour ça. Non, Donc, si mais tu veux c'est top. reprendre la main. Moi, j'ai des questions là-dessus, en fait. Euh, c'est quoi la différence, en fait, de LNURL haute et side message, en fait? Parce que, je dis ça parce que nous, à Wallet, on fait ça depuis longtemps. Donc, en gros, on a un concept qui est le serveur d'identité, ou en gros, qui est pareil, qui est un DNS, et qui a juste des clés et qui est capable de prouver euh, le, le fait qu'on ait la clé privée correspondant à une clé publique avec un système de challenge. Donc, est-ce que LNURL haute, c'est plus que juste un sign message, en fait? En gros, signer une string aléatoire avec une clé, quoi. C'est ça ma question de base, parce que justement, ça peut fonctionner on-chain. Et après, c'est comment, en fait, à quoi sert justement le fait, dans ton projet, le fait d'héberger quelque chose sur son nom de domaine en tant qu'utilisateur. Voilà, c'était l'éducation que j'avais. Ok. Donc, pour répondre à la première question, je vais essayer de pas dire de bêtises. Peut-être que quelqu'un pourra me corriger si jamais je dis une boulette. Mais dans l'idée, c'est comme ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, ton... tu vas dériver ta clé publique en fonction du nom de domaine du site que tu visites. Donc, si tu vas sur LN Market, par exemple, que tu utilises ton wallet de tous les jours, tu vas avoir une certaine clé publique sur LN Market. Par contre, si tu vas sur Stacker News, que tu utilises ce même wallet, tu auras une autre clé publique, puisque c'est le nom de domaine lnmarket.com ou stackernews.com qui va être utilisé pour dériver ta clé. Alors que signer un message, normalement. Donc chaque client, en fait, chaque site où tu t'authentifies va utiliser une clé différente, quoi, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc Ok. après, la question se pose pour la migration. Par exemple, si je perds mon wallet et que je ne suis pas en mesure de le récupérer, potentiellement, tu as perdu ton compte. Donc voilà, il y a des questions qui se posent comme ça sur l'UX de LN URL haute. C'est des choses auxquelles on peut réfléchir, mais Ouais, ça ressemble les clés, vachement elles sont à France dérivées, non? Connect, en fait. Je sais pas si vous connaissez France Connect, qui est un super outil d'authentification français, le truc qui dit Amélie et tout ça, là. Et bizarrement, ça marche un peu sur le même principe, en fait. c'est possible, je te crois. Je sais pas. Mais pour la perte du wallet, toutes les clés sont dérivées de l'acide. Tu dis la perte Oui, des mots carrément? oui, là, oui, dans le cas où tu perds carrément les mots, parce qu'effectivement, Oui, ok. l'avantage de LN URL haute, c'est que tu peux utiliser ton wallet, et donc techniquement, ton wallet, tu l'as backup avec ta seed, donc tu pourras le restaurer sur un autre périphérique. Ouais, et du coup, il n'y a pas vraiment de moyen de réinitialiser, quoi. Parce qu'à la limite, tu perds ton gestionnaire de mot de passe, tu as toujours moyen de récupérer par des mails, des trucs comme ça. Mais Ouais, c'est oui, du sûr qu'avec coup, cette il y solution, a il ça n'y a aussi. pas. On peut pas faire de récupération de mot de passe, c'est sûr. Et ta deuxième question, j'ai oublié, pardon, c'était quoi? Tu peux me rappeler, s'il te plaît? Ouais, c'était sur l'utilisation du DNS des Ah oui, clients, en fait, de ton application. d'accord. Là, c'était plus un côté technique. Enfin, il y a deux raisons à ça. La première, c'est effectivement, comme tu vas dériver ta clé publique du nom de domaine du site, si jamais tu dérives ta clé depuis 0login.co, si jamais demain ça ferme, eh ben, tu peux plus te connecter avec le même compte que tu avais jusqu'à maintenant. Tandis que là, vu que j'oblige les gens à utiliser login par exemple je dis n'importe quoi, allez, lnmarket.com, si demain mon service y ferme, bah, ils ont toujours l'option d'héberger, vu que le code est open source, d'héberger le code et de relancer une instance chez eux. Et donc du coup de refaire pointer sur login.lnmarket.com.
ce qui fait que les personnes n'auront pas perdu leur compte, étant donné que le nom de domaine sera toujours identique. Et puis il y a une deuxième raison à ça, c'est, comme je disais, technique. C'est pour enregistrer le JWT directement en cookie de manière sécurisée. Voilà, ça parlera que aux développeurs, j'imagine, développeurs web notamment, parce qu'on peut pas enregistrer de cookies si les noms de domaine ne sont pas identiques, notamment avec HTTPS. Mais bon, peu importe, c'est une raison plutôt technique. Ok, merci. Ok, bon, bah, si, je vais me lancer. J'ai deux questions, du coup, beaucoup moins techniques pour tous les gens comme moi qui s'est peut-être perdu. La première, c'est tu pourrais peut-être expliquer concrètement qu'est-ce que quelqu'un complètement noob verrait? Il verrait un QR code qui flasherait, il verrait comme une extension MetaMask qu'il connecte à son nœud Umbrel. Comment ça se matérialise pour un utilisateur lambda? Et du coup, question qui suit, par exemple, si Découvre Bitcoin voudrait l'implémenter pour que nos étudiants puissent se connecter via ça parce que c'est cool, à quel point ce serait compliqué ou pas? Je sais pas si j'ai cassé l'ambiance ou pas, mais... Bah, ce serait assez simple finalement, puisqu'on pourrait le faire ensemble hein, pour voir justement à quel point c'est facile de le faire et puis pour voir si ça marche vraiment. Mais techniquement, tu as juste à configurer ton DNS comme c'est expliqué sur la doc d'ailleurs, et intégrer juste une petite balise HTML et un script, et tu aurais un QR code, pour répondre à ta première question du coup, tu aurais un QR code qui va s'afficher, les gens auraient juste à scanner ce QR code avec leur wallet Bitcoin, et après, bon, c'est tout automatique, le cookie est directement enregistré sur ton site, et donc la personne est connectée en tant que clé publique 02 ou 03, peu importe. Voilà, ça se représente juste par un QR code ou alors par la chaîne de caractères et l'annuaire. Ok, super clair, merci beaucoup. Et je me permets juste ouais, d'intervenir pour compléter cette partie un peu user experience. Le gros avantage aussi du protocole LNURL, c'est que il est aujourd'hui là, il est quand même bien adopté, donc tu as beaucoup de wallets qui vont l'avoir. Donc la plupart des wallets Lightning dont on parle régulièrement ici ont implémenté le protocole LNURL et notamment cette fonctionnalité d'authentification. Et puis, tu as même aussi aujourd'hui, tu as parlé de MetaMask, aujourd'hui, tu as Alby, qui est une extension Lightning pour navigateur. Et donc, a priori, si tu cliques sur le QR code, alors je sais pas si, pour le coup, si dans la balise, il y a un lien aussi sur le QR code ou si c'est juste le QR code, mais si tu cliques sur le QR code ou alors que tu rentres la chaîne de caractères dans Alby, tu vas pouvoir te connecter même sans scanner, juste depuis ton navigateur avec l'extension. Euh, donc voilà, ça, c'est assez cool aussi. Effectivement, ouais. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de lien sur le QR code, c'est un truc que je devrais rajouter. Mais oui, dans l'idée, effectivement, avec Albi, pour Alby, tu peux te connecter. Ils ont une deuxième méthode d'authentification, c'est WebLN, et ça viendra sûrement par la suite. Faut que je vois comment l'implémenter. Mais je pense que ça va venir. Yes, top. Alors, il y a Massilia et Gigi qui ont tous les deux la main levée. Massilia, si tu veux y aller en Ouais, premier, je t'en prie. ouais, moi je vais un peu casser le délire. Fiscalement, ça se passe comment? On déclare plusieurs comptes, c'est pas un seul compte à déclarer. Comment Tu n'as pas besoin, tu ne déclares pas tes portefeuilles. Tu dois déclarer les comptes détenus à l'étranger comme un échange. Un Bitstamp qui est au Luxembourg, par exemple, un Kraken qui est ailleurs. Par contre, tu déclarerais pas un wallet ni un nœud. Enfin, si c'est la question vraiment directe, un stacking SAT, tu le déclarerais pas non plus vu que c'est une société française. Ici, du coup, il parle d'une authentification avec portefeuille. Un portefeuille n'est pas un compte détenu à l'étranger, pas de déclaration fiscale. Tu déclarerais s'il y a une plus-value, une moins-value, sauf que là, il n'y a pas de transfert d'argent lorsque tu te connectes. Et Alors, en du fait, coup, une clé, t'es pas obligé d'avoir des Satoshi dessus, hein. oui, Non, exactement, mais c'est important c'est de juste pour comprendre ça. avoir la question. Ouais. Non, j'aimerais juste apporter une petite précision là-dessus aussi. C'est que LNURL haute n'utilise pas du tout le réseau Lightning. Donc, par conséquent, on pourrait imaginer, et c'est comme ça que j'essaie de le pousser, euh, sur le site, par exemple, j'ai pas du tout indiqué que ça utilisait LNURL à part dans la petite FAQ tout en bas. Mais on pourrait plutôt pousser le zéro login, enfin le projet que j'ai créé,
comme un système de passwordless authentication. Euh, Ça veut dire que les gens ne sont pas obligés de savoir qu'ils utilisent une technologie issue de Lightning et donc de Bitcoin pour l'utiliser. Techniquement, une application qui ferait juste une dérivation de clés, sans même que ce soit un wallet, ça pourrait marcher aussi. Et je préférerais le pousser comme ça pour la masse, plutôt que de dire ça utilise Lightning et que les gens soient perdus dès le premier mot en fait. Voilà, c'était Et juste une est-ce petite que précision. est-ce que tu as regardé un peu Fido 2? Parce que c'est un rabbit Je- hole aussi, ça. Il C'est paraît que ça aussi. ressemble beaucoup, mais je Bah, en je le fait, connais pas en détail. Fido, c'est un projet, enfin, c'est assez vieux. Et l'objectif, c'est pareil, hein, c'est d'éliminer le mot de passe. Et il y a la Fido Alliance, donc il y a plein de boîtes qui travaillent sur ça. Et donc, bah, ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de rapprocher LN Haute avec Fido 2, quoi. Enfin, j'imagine même qu'il y a déjà des gens qui ont essayé. Donc voilà, faudrait regarder de ce côté-là. Après, moi, je travaille beaucoup avec Bitcoin, hein, donc forcément, mon choix s'est porté là-dessus. Mais c'est intéressant, je vais regarder Fido quand même. Merci pour la petite reco. Guillaume? Top. Ouais, bah, moi, du coup, j'ai envie de faire un peu l'idiot du village, parce que j'imagine que dans les gens qui nous écoutent, surtout sur la chaîne de Roxy, il y aura peut-être la question. Du coup, je vais te la poser à toi, Dolu. Et j'imagine que si notre cher ami John, qui nous manque d'ailleurs, John, si tu nous écoutes, reviens nous voir. Mais la question, du coup, c'est si je suis un utilisateur moyen de l'Internet et que je regarde des vidéos de hacheurs, pourquoi j'ai réutilisé ça plutôt que MetaMask? C'est l'éternelle question. Euh, Quand Lightning sera devant tous les Ethereum et compagnie, bah, ce sera bien de l'utiliser. Mais en attendant, moi, je travaille sur Bitcoin parce que je crois à Bitcoin et pas à MetaMask et Ethereum. Ouais, c'est juste ça. J'ai pas vraiment d'argument contre ça. Peut-être que quelqu'un d'autre en a, mais moi je préfère Ben, juste travailler sur Lightning aujourd'hui. puis à mon avis, MetaMask, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais des dernières fois que j'avais utilisé cette chose pour signer des messages, il signe les messages. Donc si tu utilises MetaMask pour t'authentifier en signant un message, il va toujours signer pareil ta clé publique d'adresse Ethereum, ça sera ton identifiant et tu vas signer avec ta clé privée. Donc en gros, si tu visites deux sites web, tu as la même identité sur les deux sites web. Alors que là, vraiment, LNURL haute, il y a vraiment ce truc qui est vraiment la feature qui le distingue d'autres moyens, qui est que tu as une identité pour chaque site internet. Après, voilà, faut percevoir en quoi c'est une feature. C'est pas John qui nous avait expliqué que les serveurs de MetaMask étaient reliés à AWS, un truc comme ça, qui traquaient les IP. Il n'y avait pas un délire comme ça? Ouais, mais enfin, à mon avis, ça, c'est pas relevant. En fait, je pense que MetaMask ou Albi ou n'importe quel wallet, c'est des porte-clés, quoi. Et je pense que même sur MetaMask, c'est aussi possible de faire des dérivations de clés. Donc, tout ça, ça se passe off-chain, en fait. Donc, c'est juste de la signature de clés publiques, clés privées, et ça marcherait très bien avec même, je sais pas, PGP, quoi. Ça n'a rien à voir avec la blockchain, en fait. C'est des clés asymétriques. Ouais, complètement. Après, on peut réutiliser des choses de l'univers Bitcoin ou même des autres blockchains d'ailleurs, qui sont bah, justement la faculté de sauvegarder son arborescence de clés, Bit39 et tout ça. C'est des choses qui peuvent être sympas au niveau expérience utilisateur, mais au final, ça reste des signatures de clés asymétriques, quoi. Et d'ailleurs, on l'a pas dit en fait, je crois, mais peut-être que c'est une question que les auditeurs peuvent se poser légitimement, c'est puisqu'on pourrait faire ça avec n'importe quelle autre clé, pourquoi est-ce que c'est un projet enfin, pourquoi utiliser l'acide d'un nœud Lightning pour générer les clés? Donc, en gros, l'idée, pour faire court, c'est que ça permet d'avoir une seule seed et enfin de garder la même seed qu'on utilise déjà pour son wallet Lightning plutôt que d'en recréer une nouvelle qu'on a encore une chance de soit d'égarer, soit de se faire voler. Alors que là, c'est la même seed et on dérive à partir de celle-ci de nouvelles clés. Voilà, petite précision au cas où certains se posaient la question. Et je vois que Nourou, tu lèves la main.
Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, Nickel. nickel. Parfait. Merci. Donc, je souhaiterais poser deux questions à Dolu. La première question, c'est, il y a quelque temps, en faisant des recherches donc, sur le Lightning, j'étais tombé sur une solution qui s'appelait Lightning Login. Donc, leur site c'était Lightning Login for Life. Donc, ça, c'était à peu près le même concept, pouvoir se connecter via le Lightning. Je ne sais pas si tu connaissais cette solution. Et si oui, quelle est la différence entre la tienne? Et donc, ma seconde question, c'était selon toi, quels sont les meilleurs use cases, genre les types de sites qui auraient intérêt à utiliser ta solution, quoi. Merci. Pour la première Lightning Login, oui, effectivement, je connais, mais pour moi, enfin, j'ai pas cherché plus que ça, mais pour moi, c'est juste une présentation de ce que c'est LNURL haute. Il me semble pas que tu puisses intégrer quoi que ce soit en tant que développeur sur ton application web. Pour moi, c'est vraiment juste bonjour, LNURL haute, c'est ça, regardez comment ça marche, et c'est tout. Donc après, peut-être que je dis une bêtise, hein, parce que je le connais pas, enfin, j'ai pas cherché plus que ça, mais voilà. Et la deuxième question, quels seraient les utilisateurs qui pourraient l'utiliser? Bah, j'ai envie de dire un peu à n'importe qui, hein, qui a bien envie de l'utiliser. Moi, je force personne, j'ai fait mon truc dans mon coin. Je vais sûrement l'utiliser pour moi, déjà dans un premier temps. Maintenant, si d'autres personnes veulent l'utiliser, bah, go, hein. Faites-vous plaisir. Euh, qui a intérêt à l'utiliser? Bah, Hélène Marquette l'utilise déjà. Enfin, pas ma solution, mais elle a une URL haute. Et ça marche très bien parce que du coup, voilà, on peut avoir un compte instantanément, sans mot de passe. Euh, enfin voilà, pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Ouais, non, J'aimerais. mais globalement, juste enfin, par rapport à ça, effectivement, la grosse utilité du projet de Dolu, c'est que jusqu'à maintenant, chaque site internet, chaque projet, donc Helen Market, Stacker News et d'autres, redéveloppaient sa propre implémentation de LNURL haute. Donc c'était un peu débile parce que tout le monde faisait la même chose, quoi, globalement. Et donc là, au moins, il y a la brique que tout le monde pourra réutiliser et on pourra gagner du temps et travailler sur d'autres briques plutôt que tous refaire la même chose à chaque fois. Vas-y, Roxy, je t'en prie. Ouais, ok, je comprends ça. Et du coup, un viewer posera forcément la question, quel est l'intérêt pour des gens qui ont des sites lambda, par exemple moi, de l'implémenter? Dans le sens où au final, si on fait ça, je me retrouve qu'avec des clés publiques, si j'ai bien compris, en base de données, et j'ai pas d'adresse mail que je pourrais potentiellement réexploiter, que je pourrais faire une newsletter, etc. C'est une question qu'on va y avoir, donc je sais pas si vous avez une réponse par rapport à finalement à une échelle au-dessus des bitcoiners, quel est le vrai intérêt d'un Là, jour arrêter les mots de passe? rien ne t'empêche dans ton site d'associer à des clés privées une adresse email si tu en as besoin. À un moment donné, tu demandes à l'utilisateur son mail s'il veut bien te le donner. Donc, je pense que c'est juste pour. Là, on parle de l'authentification quand la personne veut se loguer sur ton site. Mais au final, tu peux très bien associer à ton profil utilisateur, pseudonyme, ou même pas forcément pseudonyme, hein. Tu peux lui demander son nom, prénom, même son adresse, bah, des données, tout simplement. Par exemple, sur Stacker News, c'est ce qu'ils font. Tu te connectes en LNURL haute et après, tu peux mettre un identifiant. Par exemple, moi, c'est Delu sur Stacker News, mais je me suis connecté avec LNURL haute. Rien ne t'empêche, voilà, comme dit Gilles, de, de demander des informations supplémentaires et les rattacher avec la clé publique de la personne. Super, merci beaucoup. Je pense que c'est assez clair pour les viewers. En tout cas, et bravo pour ton taf, hein. Je sais pas si on te l'a dit ici, mais du coup, je pense qu'on pense tous à te le dire. Donc, merci. Et évidemment, il faudra qu'on l'implémente sur des petits bitcoins. Donc, si tu veux qu'on se fasse un live pour l'implémenter, vu que je suis pas tech, on peut, ou voir comment on peut faire ça avec Fanny ou Lounès. Il faut qu'on le mette dans l'agenda. Massi, vas-y. Bah, moi, je voulais revenir sur ce qui était dit, c'est que bah, c'est ce que la plupart des gens font, c'est se connecter avec leur compte Facebook, leur compte Google, leur compte Instagram. Ils partagent leurs données et c'est ça qui est revendu en fait, c'est des big data. Et que là, tu te connectes dans la blockchain et que tu as quand même un contrôle de tes données. Et donc, ouais, c'est le futur c'est le Web3 qu'on attend tous avec justement ce contrôle de ses données personnelles et de savoir ce qu'on diffuse ou ce qu'on diffuse pas, quoi. Et bravo pour l'initiative et je te souhaite plein de bonnes choses.
Bah, c'est gentil, merci. C'est intéressant, Génial. le login with Google ou Facebook, tout ça, c'est une norme aussi qui s'appelle OpenID. Et pareil, ça fait partie des travaux de longue date sur l'authentification, enfin, meilleure authentification sans mot de passe. Voilà, c'est une évolution de tout ça. Ouais, exactement. Je viens de voir l'heure qui avance. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, effectivement, je pense qu'on peut encore féliciter Dolu pour son taf. On va regarder ça de près. Et puis, bah, Roxy, par rapport à ce que tu disais, ouais, on va voir un peu quand est-ce qu'on se cale ça, mais ça serait cool ouais, d'avoir l'authentification par LNURL haute sur le site. On enchaîne du coup avec le troisième sujet, sauf si quelqu'un veut m'interrompre et poser une question encore par rapport à ce deuxième sujet. Et sinon, je continue. Le deuxième sujet donc, concerne ce qu'on appelle les silent payments, qui, donc, comme je l'ai dit, le but, c'est de pouvoir avoir une adresse statique qu'on peut mettre par exemple sur un site internet, voilà, tout simple. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous faites ça avec une adresse Bitcoin normale, donc vous mettez une adresse de donation sur votre site par exemple, c'est-à-dire que les gens vont envoyer tout le temps leurs dons ou leurs paiements de manière plus générale sur la même adresse Bitcoin, ce qui est globalement nul en termes de privacy parce que donc l'adresse elle est clairement liée à vous et donc ensuite, c'est très facile pour quelqu'un qui observerait la blockchain de déduire plein de choses par rapport à combien vous avez été payé, combien vous avez en tout, parce qu'après, il peut faire des liens avec d'autres adresses que vous posséderiez éventuellement, etc., etc. Et cetera. Et donc, c'est l'une des raisons, voilà, pour lesquelles des projets comme BTCP Server existent, qui vous permettent de générer une nouvelle adresse à chaque paiement. L'inconvénient, c'est que des trucs comme BTCP Server, comme leur nom l'indique, il faut que ça tourne sur un serveur, donc ça peut aussi tourner sur une Raspberry Pi à la maison, mais en bref, il faut que ce soit sur un appareil, voilà, que ça tourne quoi, sur une machine. Ce qui peut être parfois voilà, un no-go pour des personnes qui ne sont pas techniques, par exemple, qui n'ont pas de serveur sous la main, pas de machine dédiée qu'elles peuvent faire tourner 24 heures sur 24, etc. Euh, et donc, l'idée, depuis longtemps, il y avait cet objectif d'avoir des adresses statiques, mais qui permettent d'envoyer quand même sur des adresses Bitcoin différentes à chaque fois que l'adresse statique est utilisée. Et donc, ce qui est le plus connu aujourd'hui qui fait ça, c'est BIP47, donc c'est ce qu'on appelle les Paynim, qui est poussé globalement depuis le début par l'équipe de Samurai, qui a été depuis implémenté sur, si je dis pas de bêtises, alors je suis sûr pour Sparrow, et je me demande s'il n'y avait pas des discussions avec Blue Wallet à un moment, je ne sais pas où ça en est. Si quelqu'un a l'info, n'hésitez pas. Et donc qui en gros consiste à avoir donc un identifiant unique, une adresse unique statique, et après chaque fois que quelqu'un veut vous payer à cette adresse-là, eh ben, il va créer à partir de cette adresse une nouvelle adresse Bitcoin pour chaque. Et comment est-ce qu'on fait ça? En gros, on partage un secret entre la personne qui paye et la personne qui doit recevoir le paiement. Et c'est avec ce secret-là qu'on va modifier, en gros, en combinant l'adresse statique initiale et le secret, générer à chaque fois une nouvelle adresse Bitcoin. Et pour communiquer le secret entre la personne qui paye et la personne qui reçoit l'argent, dans BIP47, le secret est communiqué au sein d'une transaction Bitcoin dans le champ qu'on appelle op return, qui en gros permet de communiquer de la data. Donc c'est la grande critique qui est faite par les gens qui sont en défaveur de BIP47, c'est que ça va consommer de l'espace on-chain pour la transmission de données, ce qui est considéré comme étant une utilisation impropre par certaines personnes de l'espace des blocs. Voilà, à titre personnel, je considère que tant qu'on paye des frais, on a le droit de l'utiliser comme on veut. Mais voilà, c'est une opinion qui existe et qui peut se défendre. Et donc, il y a des travaux pour essayer de faire globalement la même chose que BIP47, mais sans avoir cette étape de transmission de données qui passerait par un op return on-chain. Et c'est dans ce contexte qu'arrive Silent Payment, où l'idée, c'est de faire globalement la même chose. Donc, on a pareil l'histoire d'un secret et qu'à partir du secret et de l'adresse statique, on arrive à générer une nouvelle adresse pour chaque paiement. Sauf que là, le secret, il correspond en fait à l'input de la transaction en question, du paiement en question. Et donc, en fait, on ne va pas transmettre l'information, le message qui dit qu'il y a un nouveau paiement et que tel est le secret qui correspond à ce paiement.
C'est juste que la personne qui s'attend à recevoir un paiement, elle va devoir scanner en continu toutes les nouvelles transactions et vérifier si il n'y a pas une transaction dont l'input combiné avec son adresse statique donne quelque chose qui correspond à un paiement à une adresse qui existe et sur lequel il y aurait de l'argent qui serait arrivé. En gros, si je le résume à peu près bien, je ne sais pas si c'est clair, n'hésitez pas si ça n'est pas clair. Euh, et donc le gros problème avec tout ça, c'est que globalement, c'était de l'aveu même de la personne qui pousse, qui a développé donc Ruben Thompson, qui a eu cette idée et qui l'a poussée, euh, et qui a fait toute la spécification. Le gros problème, c'est que c'est pas très clair encore à quel point c'est facile de en permanence scanner toutes les transactions et de vérifier à chaque fois s'il y a un nouveau paiement ou pas. Donc ça peut et donc en plus ça c'est vraiment le cas facile où finalement on fait que vérifier s'il n'y a pas de nouveaux paiements. Et puis il y a le cas vraiment qui est très intense et très gourmand en ressources, qui est d'essayer de regarder s'il n'y a pas eu des paiements dans le passé. Et donc là, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est parce que donc il y a enfin quelqu'un qui a implémenté le protocole et on peut commencer à avoir des premiers benchmarks pour se rendre compte si c'est quelque chose qui peut être praticable ou si au contraire, finalement, c'était pas si déconnant que ça d'utiliser des hop return parce que finalement, c'est quand même pratique de pouvoir envoyer le secret directement plutôt que d'avoir à scanner en permanence pour détecter de nouveaux paiements. Lounès? Ouais, et je pense que dans la majorité des cas, les gens qui utilisent ça ne font pas tourner l'outil qui scanne en permanence la chaîne. Du coup, je sais pas, il l'allume une fois toutes les 2 semaines pour vérifier s'il a reçu des donations, des trucs comme ça. Et on ne sait pas vraiment à quel point ça consomme à ce moment-là et à combien de temps ça doit prendre pour tout scanner. Et ça, c'est un des problèmes pour moi parce qu'en fait, un des objectifs aussi de base, c'est retirer le serveur. Mais si ça devient trop gourmand, qu'il faut forcément avoir un serveur scanner tout le temps, on retourne un peu au point de départ avec des améliorations quand même de privacy. Et je voulais aussi rappeler qu'on avait déjà discuté d'un autre protocole dans le genre qui s'appelle les Whisper Address. Et où là, par contre, le secret doit être envoyé par un canal de communication externe une fois que le paiement est fait, quoi. On en avait parlé, il me semble, il y a quelques épisodes. En gros, Ouais. sur la page web, ça, il génère directement le secret, puis il fait l'installation et il doit envoyer ce secret-là par mail ou il doit le communiquer à l'autre partie, quoi, celle qui reçoit. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a pas besoin de serveur du tout. Il n'y a pas besoin de scanner la chaîne. C'est c'est vraiment sympathique. Mais il faut quand même communiquer ce secret par une quelconque manière. Et c'est problématique si on le perd, notamment, on perd l'accès au fond totalement. Et donc là, la question, outre perdre l'accès au fonds, si on doit utiliser un autre moyen de truc, on perd toute anonymité. Parce que 80% des gens qui vont faire une donation vont juste utiliser leur signal, leur Telegram, leur Twitter, et ça peut être relié facilement, non? Enfin, ça fait pas un double step qui est vachement contraignant pour la vie privée, ça? Fanny, ça va. Pas forcément, en fait, ça dépend vachement comment c'est fait, parce que tu peux aussi faire un truc où au moment où la personne clique sur le bouton pour révéler le code, enfin le QR code avec l'adresse statique, la Whisper adresse, en même temps, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est le front du site web qui va générer le secret. Et donc, tu peux éventuellement automatiquement l'envoyer sur je sais pas, par mail ou sans que l'utilisateur ait besoin de le faire lui-même. Alors, je sais pas à quel point, je crois ça existe, hein, je crois qu'il y a des livrets qui permettent d'envoyer des emails depuis un front de Oui, site web. Eh et puis bien, tout simplement un plugin WordPress ou une connerie comme ça qui se sauvegarde dans une base de données que tu vois sur ton dashboard. Et parce ouais. que la connaissance de ce secret-là ne donne pas accès au fond. Il faut un autre bout de secret que le receveur a. C'est juste. Donc c'est quelque chose qui est safe à garder, enfin, qui est accessible en cas de hack, quoi. Et donc, pour recevoir le paiement, si je comprends bien, faut avoir un logiciel qui scanne en permanence la même poule, quoi. Tu parles pour Silent Payments? Ouais. Le...
Ouais, bah, pas forcément le même pool, mais enfin, en tout cas, il faut, tu scannes. Alors, il y a plusieurs. En gros, si tout ce qui t'intéresse, c'est les paiements actuels, ce que tu peux scanner, c'est l'UTXO7. Donc, c'est-à-dire tous les unspent outputs, enfin, donc toutes les sorties de transactions non dépensées, voilà, pour les auditeurs, pour le dire en français. Et donc, si ce qui t'intéresse, c'est voilà, en gros, tu l'as lancé et tu sais qu'il n'y a pas eu de paiement avant, tu peux juste scanner ça. Euh, Sinon, le cas de figure typique, c'est en gros, vu que t'as pas, on part du principe que tu n'as pas de serveur, sinon tu n'aurais pas besoin de silent payments et tu pourrais avoir un BTCP serveur, par exemple. Donc, on part du principe que, par exemple, tous les soirs, tu vas faire tourner le logiciel sur ton ordinateur pour regarder si dans la journée, il y a eu de nouveaux paiements. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, imaginons que la dernière fois que tu avais regardé, c'était au bloc 730 000 et là, tu es au bloc 740 000. Bah, tu vas récupérer toutes les transactions des blocs de 730 000 à 740 000. Pour chaque transaction, dans chaque bloc, tu vas regarder chaque input et regarder si en combinant le TX, enfin l'identifiant de l'input avec ton truc statique, tu arrives à générer l'adresse sur laquelle ont été envoyés les sous dans la transaction en question. Et si c'est le cas, ben, tu peux générer du coup la clé privée qui correspond à cette adresse et récupérer les fonds. Euh, Donc c'est pas forcément très lourd en fait comme logiciel. en vrai, non, effectivement. Mais en gros, je pense que ça peut aller. C'était vraiment ça l'incertitude. Et là, il y avait déjà des premiers benchmarks où ça se faisait, il me semble, en quelques minutes. Mais globalement, ça dépend. Voilà, donc c'était en partant de l'hypothèse qu'effectivement, c'était quelque chose que tu faisais quotidiennement. Euh, J'imagine que voilà, si tu le fais toutes les semaines, ben, c'est un peu plus lourd, etc. Mais c'est une bonne alternative, effectivement, je trouve. Et ça me paraît plus safe, par exemple, que les Whisper adresses, où, après, c'est encore jeune, mais par exemple, la première personne qui a implémenté les Whisper sur son site, ben, globalement, il y a des sous qui ont été perdus, quoi. Euh, parce que le secret, la personne qui faisait le paiement a rafraîchi la page, il n'avait pas enregistré le secret, donc c'était déjà un nouveau secret. Et, ben, du coup, tu n'aurais plus moyen de récupérer euh, la clé privée qui correspondait, quoi. Euh, ouais, Je vais faire une blague. Merci pour la donation, en référence à Satoshi, pour les Satoshi perdus. tout Nourou, à fait. vas-y. Oui, je me permets de reprendre la parole. Donc, au début de la présentation, la question c'était est-ce que peut-être BTCP serveur n'était pas un peu compliqué pour en fait ceux qui le mettaient en place. Donc, il fallait être un peu technique. Mais du côté de celui qui va donner, donc c'était pas un problème. Mais là, je me rends compte qu'en écoutant, que c'est à peu près la même chose. Parce que la personne qui va implémenter les silent payments va se retrouver à faire des bidouilles techniques aussi. Même si après, du côté de l'utilisateur, ça va être facile. Ou bien je me trompe. Donc, on quitte la Bah, complexité pour encore de la complexité, quoi. non, en fait, une fois qu'il y aura l'outil de fait, ça pourrait très bien être une simple interface, tu te connectes, ça scanne automatiquement en fait. Ce qu'on disait surtout avec BitCP, c'est que BitCP, faut l'héberger sur un serveur et pas tout le monde est capable de mettre ça en place, même sur certains services. Et c'est un peu overkill d'héberger un BitCP juste pour les petites donations comme ça. Et Ouais, ça Mais coûte une de fois l'argent surtout. la différence c'est qu'il n'y a pas de aussi, serveur en fait. voilà, c'est surtout Il y a ça. juste un C'est qu'il n'y a pas de logiciel. serveur. Et ok, c'est peut-être compliqué comment c'est fait, comment ça fonctionne, graphiquement parlant et tout, les silent payments. Mais une fois qu'il y aura vraiment l'outil pour avec l'interface, ça sera utilisable. Et l'utilisateur n'aura pas de la complexité, que ce soit envoyé ou recevoir. Mais pour BTCP, il y a aussi l'option de genre Nouro setup un serveur BTCP et ouvre des stores pour d'autres qui n'auront pas à le faire. Tu vois ce que je veux dire? Pour ces personnes-là, par exemple, tu peux créer une page de levée de fonds. Eux, ils ne seront pas le côté technique quoi, qu'il y a derrière. Je sais pas Ouais, si je mais me comprends, quoi. c'est pas trustless, il faut toujours que tu aies quelqu'un qui a un PCP, alors que là, il n'y a vraiment pas besoin. Enfin, il y a besoin d'aucun serveur, c'est vraiment ça l'avantage. Ouais, ce que tu dis, Nourou, il y a déjà certaines sociétés qui le font, hein. Bitcoin Lyon, ils gèrent des BTP serveurs pour pas mal de commerçants qui veulent accepter Bitcoin sans s'occuper de technique, sans s'occuper des canaux Lightning. Il y a toujours une question de confiance et finalement, c'est pas lui qui a son serveur. Et si tu veux avoir un serveur BTP, bah, ou tu as un nœud, style Umbrel, et ça coûte de l'argent, ou tu dois l'héberger sur un Luna Node, et pareil, tu vas devoir payer 8 euros par mois, quelque chose comme ça. Donc il y a également un coût quand même qui est pas négligeable sur l'année et pas accessible pour tout le monde.
Et pour rebondir juste par rapport à ton autre question redire la même réponse que Lounès, mais peut-être différemment, sur la complexité pour l'utilisateur de regarder tous les jours, par exemple, s'il a reçu des paiements. Au final, ça sera vraiment identique que quand aujourd'hui tu ouvres un wallet et que tu vérifies si tu as reçu de nouveaux paiements. Le wallet, qu'est-ce qu'il fait? Alors, pas un wallet sur ordinateur, par exemple. Il va aller regarder, il va récupérer tous les blocs depuis la dernière fois que tu t'es connecté, il va aller regarder s'il y a des transactions qui sont arrivées sur des adresses qu'il est censé regarder. Bah là, c'est globalement, il va faire un peu la même chose, mais sauf qu'il va faire enfin des trucs un peu plus détaillés. Il va devoir regarder chaque transaction, donc c'est quand même plus lourd, mais globalement, c'est vraiment la même idée et ça sera, enfin, si c'est implémenté à la fin directement dans des wallets, ça sera invisible pour l'utilisateur. Il n'aura pas à se prendre la tête avec ça. Tout ce qu'il verra, c'est que pour les silent payments, sûrement, ça prendra plus de temps pour regarder s'il y a de nouvelles transactions que, avec des adresses classiques. Ok, je comprends bien. En fait, pour éliminer cette complexité-là, il faudrait que les wallets l'implémentent. Donc, la personne aura juste à télécharger le wallet et pouvoir recevoir des donations du jour au lendemain, mais sinon, ça va s'adresser directement aux gens qui ont des nœuds, quoi. Sinon, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Voilà, n'hésitez pas si quelqu'un d'autre a une question. Bon, bah, très bon space hein, aujourd'hui, dans la bonne humeur. Ok, bah nickel, je pense qu'on a fait le tour. Lounès, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste dire que c'était cool parce qu'en ce moment, il y a vachement de nouvelles solutions comme ça de privacy qui arrivent. Et Ouais. c'est un peu rafraîchissant à voir dans l'écosystème. Ça fait plaisir. Si, je voulais rajouter, je t'avais dit sur Signal de le dire au début ou à un moment ou à un autre, il fallait pas lancer ça. On voulait faire un big shout out, enfin, ou du moins je voulais, et les autres étaient OK, aux Français qui se sont déplacés en Afrique, en Centrafrique, pour faire un énorme raid pillage. Donc, il y avait Nicolas de Galoy, il y avait Richard, il y avait Seb, il y avait un mec de Stacking Sat, je connais plus son Ouais, nom. Jean-Christophe. Jean-Christophe Binet. Jean-Christophe, et je sais plus avec qui d'autre. Mais bref, vous devriez lire et regarder le thread de Nicolas de Elle est Galoy, lourde. qui est vraiment cool avec les photos, et on voulait leur dire bravo, et on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Bitcoin 2 pays, altcoin 0. Boum. Ouais, mais Roxy a été H2.0. Hein. Eh Ouais, oui. ouais. Mais non, attends, d'ailleurs, il y a une date, hein, The arrête. Merge. Ne rigole pas, il y a une date, ils nous ont dit que c'était août. Moi, je Oui, l'ai non, vu bah, sur la Twitter. date, c'était The juin. Splurge. Moi, je pense que je vais mettre toutes mes thunes sur les marchés de betting là, décentralisés. Je vais mettre toutes mes thunes pour parier que ça arrive en novembre. Voilà, et je pense que je vais devenir millionnaire comme ça. T'as investi sur le Luna 2 ou pas? Ouais, bah ouais, parce que j'ai regardé la dernière vidéo de Cryptomatrix et elle a dit que ça risquait de bien monter là. Du coup, bah, j'ai mis tout mon crédit étudiant. J'ai pas regardé encore le prix, mais je pense que ça a dû un peu augmenter là, vu comment c'est connu. Et si t'aimes bien ça, maintenant il y a un nouveau concept, c'est le sex to earn, qui est la suite logique du run to earn de Stephen. Ouais. Sexen. Donc, Sexen, ça s'appelle, hein, c'est ça, j'ai vu le tweet, ça. C'est le futur du Web3, du Web3, les gars. Je connais certaines prostituées qui vont devenir riches, hein. Et en parlant de prostituées, je parle de certains influenceurs sur Twitter, évidemment. Faut Et toujours bah, vous fiducier par du toxique. Hein. mais toujours, c'est le principe du space. Fanny, clôture tout ça, fais-nous une belle conclusion youtubeur avant qu'on dise trop de merde. Voilà, sur ces belles paroles, on coupera tout ça au montage, évidemment, vous nous connaissez. Merci beaucoup à tous d'être venus en direct. Pour ceux qui regarderaient la rediffusion, je rappelle que c'est tous les dimanches à partir de 18h et globalement jusqu'à 19h, 19h30. On est en direct et vous pouvez nous rejoindre, comme ça vous pouvez également intervenir comme vous avez pu l'entendre dans cet épisode. Merci encore donc, à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Merci à ceux qui nous regarderaient sur le différé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le bouton pour avoir les notifications, à mettre des pouces vers le haut. Et T'es trop fort. on se retrouve dimanche prochain pour le prochain épisode de l'Entonnoir du Bitcoin. Bisous. Et Bisous. Let's merci go, le Gilles Patreon. to Earn, le Gilles to Earn 2023. Bisous. Bonne soirée à tous.
Bisous. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.